Bonsoir chers compatriotes. Bienvenue sur Inside News RDC. Si vous nous ouvrez votre porte ce soir, c'est que vous refusez l'indifférence face aux paradoxes qui déchirent notre nation. Comment accepter que notre sol, ce coffre-fort de l'humanité, ne parvienne pas encore à garantir un transport digne à celui qui rentre du marché, ou la sécurité à celui qui cultive son champ à l'est? Tandis que des infrastructures sortent de terre à l'ouest, le sang irrigue une économie de pillage à l'autre bout du pays. Notre souveraineté se joue sur chaque kilomètre de bitume et dans chaque port de commerce. Ce soir, nous brisons le silence sur les chiffres qui fâchent et les projets qui redessinent notre avenir. Comprendre notre malheur est le premier pas vers notre libération. De la modernisation des quais de l'Atlantique au scandale de la fiscalité routière qui étouffe Kinshasa, nous disséquons les rapports de force qui façonnent votre quotidien. De Goma à Matadi, la vérité n'est pas un luxe, c'est une arme de résistance. Plongeons immédiatement au cœur de l'actualité. L'indépendance d'une nation ne se crie pas seulement dans les meetings. Elle se construit sur ses quais. Le port de Matadi demeure le poumon par lequel notre commerce extérieur respire. Mais un poumon longtemps asphyxié par l'exiguïté et l'obsolescence. Pour ne plus dépendre des infrastructures de nos voisins et reprendre la main sur nos flux logistiques, la modernisation de ce terminal n'est plus un luxe, mais une urgence de souveraineté. Le 26 janvier 2026, le géant français Eiffage a officiellement lancé les travaux physiques, un moment symbolisé par la pose du premier pieu. Ce projet de conception-réalisation, d'un montant supérieur à 100 millions d'euros, est piloté par Matadi Corridor Terminaux à Conteneurs, MCTC. Le chantier, prévu pour durer 27 mois, prévoit la construction d'un nouveau quai sur pieux de 350 mètres de long et 30 mètres de large, la réhabilitation de 7 hectares de plateformes logistiques, ainsi que la création de bâtiments d'opération et d'ateliers modernes. L'objectif affiché est de doubler la capacité de traitement, passant de 200 000 à 400 000 conteneurs équivalent 20 pieds, EVP. Cette ambition s'inscrit dans une dynamique globale de compétition portuaire où la RDC tente de rattraper son retard face à des hubs régionaux de plus en plus agressifs. Cependant, un silence assourdissant entoure le décalage d'un an entre l'attribution du contrat en janvier 2025 et ce démarrage effectif en janvier 2026. Pourquoi ce retard? L'histoire de nos grands chantiers bégaye souvent entre signature de contrats en fanfare et immobilisme sur le terrain. Rappelons les lenteurs administratives qui ont par le passé découragé plus d'un investisseur. Pour le code de la rue, cette modernisation doit se traduire par une baisse réelle des frais de dédouanement et une fluidité qui fait actuellement défaut. Car au marché, le prix du sac de vie dépend directement du temps qu'un navire passe à quai. Le succès de cet investissement colossal se heurte toutefois à une barrière naturelle que l'argent seul ne suffit pas à briser. Si l'État n'assure pas le dragage constant et le balisage rigoureux du chenal du fleuve Congo, les navires à fort tirant d'eau continueront de bouder Matadi. Sans ces aménagements complémentaires, notre port risque de rester une superbe vitrine incapable d'accueillir les géants des mers qui préféreront les ports voisins mieux entretenus. Cette ambition de modernisation portuaire, aussi vitale soit-elle, jette une lumière crue sur les zones d'ombre de notre territoire, là où l'économie ne sert plus le développement, mais l'occupation et le pillage systématique de nos ressources. À l'Est, la guerre a muté en un système industriel de pillage organisé, où chaque mort semble devenir un dividende pour l'agresseur. L'occupation par l'AFC M23, soutenue par le Rwanda, a instauré une économie de l'ombre qui vide les poches de nos compatriotes pour remplir celles des bourreaux. Les chiffres présentés par le Comité de crise pour la paix et la sécurité, CCPS RDC, lors de l'an 1 de la prise de Goma, sont terrifiants. 11 721 morts en une année, 2 millions de déplacés rien que pour cette période, et des milliers de cas de violences sexuelles. Sur le plan financier, l'hémorragie est sans précédent. On parle de 39,5 millions de dollars de recettes fiscales détournées par les rebelles. Plus grave encore, la prédation touche le quotidien le plus intime. 11 millions de dollars issus des factures d'eau et d'électricité ont été volés à la population et transférés hors de nos frontières.
le député national Éric Chikuma, membre de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, dénonce une asphyxie totale des petites et moyennes entreprises locales. Un monopole mafieux s'est installé. L'épouse du chef rebelle, Sultani Makenga, gérerait personnellement les importations de carburant et de produits alimentaires. Ce système rappelle étrangement les dynamiques des accords du 23 mars 2009, où l'intégration masquait déjà des velléités de contrôle économique territorial. Aujourd'hui, nos entrepreneurs paient des taxes à des prédateurs qui expédient ces fonds directement au Rwanda. Comment l'État peut-il espérer restaurer son autorité fiscale si le tissu économique local est ainsi méthodiquement démembré par des criminels en bande organisée? Cette version officielle de Mouvement de libération vacille face aux témoins de pillage de 407 véhicules et de l'incendie de 117 édifices, dont des hôpitaux. Pour le citoyen de Goma ou d'Uvira, l'occupation n'est pas qu'une question de drapeau. C'est une survie quotidienne face à des prix imposés par le monopole rebelle. La question demeure, quelle stratégie de rupture le gouvernement compte-t-il adopter pour assécher financièrement cette rébellion avant qu'elle ne devienne un État dans l'État? Cette prédation à l'Est fait écho à une autre forme de pression, plus administrative, qui pèse sur la mobilité de nos concitoyens en zone libre. Circuler n'est pas un privilège, c'est un droit fondamental. Dans un pays où les transports publics sont en reconstruction, le véhicule devient un outil de survie essentiel. Pourtant, en RDC, la route est devenue le terrain d'une fiscalité que l'expert Luc Aluma-Mwakobila qualifie de modèle extractif désorganisé. Les données sont implacables. Circuler avec une voiture particulière en RDC coûte en moyenne 564 $ par an, en cumulant la vignette, l'assurance, le contrôle technique et le permis. C'est plus du double de la moyenne régionale de 16 pays africains étudiés. Pour un Quinois moyen, cette somme représente 4 à 6 mois de son revenu annuel. Nous sommes face à un système qui ne finance pas l'entretien des routes, mais alimente une rente administrative et une corruption routinière au carrefour. Cette surtaxation de la mobilité est un moteur de l'inflation. Chaque taxe supplémentaire sur un camion de braise ou un taxibus se répercute instantanément sur le prix du pain. C'est une rupture nette du contrat social. L'État exige des sommes exorbitantes sans offrir en retour des infrastructures praticables. À Kinshasa, la tension est à son comble. Le gouverneur Daniel Bumba a lancé une opération de contrôle de conformité impliquant 3000 agents sur 60 carrefours. Le constat est sans appel. Seuls 5% des chauffeurs sont en règle. Les autres ont garé leur bus, paralysant la ville. La rareté des transports oblige des milliers de compatriotes à marcher des kilomètres pour rejoindre leur travail. Mais la réalité est plus rugueuse que les communiqués officiels. Les chauffeurs dénoncent l'impossibilité d'accéder aux documents. La SONAS demande de rappeler dans 3 jours pour une assurance. Et la DGRK avoue devoir encore informatiser la procédure pour la vignette. On exige des documents qui ne sont pas disponibles. Le code de la rue est formel. Ce contrôle est perçu comme une chasse aux amendes plutôt qu'une volonté de régularisation. Cette pression fiscale explique la grève des transporteurs privés. Comment demander la légalité quand l'administration elle-même n'est pas en mesure de fournir les preuves de cette conformité? Ce blocage systémique nous ramène à la question de la gestion des fonds publics, au cœur du programme phare de développement local. Le programme de développement local des 145 territoires, PBL 145T, portait l'espoir de réduire la fracture béante entre la ville et le village. C'est la promesse phare du chef de l'État, doté d'un financement de 672 millions de dollars via le FMI. Mais sur le terrain, l'enthousiasme des inaugurations cache des failles de gestion alarmantes. D'un côté, le ministre d'État Grégoire Mouchaïl inaugure des châteaux d'eau de 140 mètres cubes à Mbujimai et des écoles modernes à Chilenge. De l'autre, le rapport du Trèfle fédéral dresse un constat amer sur l'opacité financière. Alors que les prévisions étaient de 371 millions de dollars, le gouvernement a affecté 675 millions de dollars au premier volet, sans que la traçabilité me soit assurée. Le point de rupture se situe au Kasaï. Le rapport révèle que le PNUD n'a livré aucune infrastructure, malgré le versement intégral des fonds et une rallonge de 70 millions de dollars. Sur 69 ouvrages prévus, un seul est en phase de livraison.
et 34 n'ont même pas commencé. Dans le Kwilu, 99% des centres de santé livrés sont dépourvus d'équipements médicaux. C'est l'image d'une coquille vide, des bâtiments neufs mais inutilisables pour soigner nos mamans. Le ministre du Plan, Gillan Yembo, tente désormais d'impliquer les parlementaires pour un suivi accru, mais le mal semble profond. Les violations des normes de passation des marchés publics par des agences comme le PNUD ou la CFLF interrogent sur la souveraineté de notre circuit de dépenses. L'histoire bégaye encore une fois. De grands programmes de développement qui s'évaporent dans les méandres des commissions et des retards d'exécution. Pour le citoyen rural, le PDL 145T ne doit pas être un slogan électoral, mais une réalité palpable, avec de l'eau au robinet et des médicaments dans les dispensaires. Le gouvernement pourra-t-il corriger le tir avant le lancement de la deuxième phase? La rigueur ne peut être sélective. Elle doit s'appliquer aux partenaires internationaux comme aux gestionnaires locaux. Cette exigence de redevabilité est la seule voie pour restaurer la confiance entre l'État et ses territoires. Une thématique qui résonne également sur la scène internationale. Notre nation tente de faire entendre sa voix bien au-delà de ses frontières. À Marrakech, lors de l'assemblée de la FAAPA, le président Fouad Arif a plaidé pour une justice spatiale de l'information. Cette vision rejoint directement nos préoccupations locales. L'accès à une information de qualité ne doit plus être un privilège urbain. Pour la RDC, ce géant de plus de 2,3 millions de kilomètres carrés, c'est un défi de souveraineté. Parallèlement, la Fondation Mohamed VI prône une approche où la santé est le socle de la dignité humaine. Ce modèle marocain d'inclusion territoriale offre un miroir pertinent pour notre PDL 145T. Soigner un citoyen à Kabimba doit se faire avec la même dignité qu'à Kinshasa ou Rabat. Sur le front de la défense, le vice-premier ministre Guy Kabombo Mouadiam Vita a consolidé au Caire un partenariat stratégique avec l'Égypte. L'objectif est limpide, profiter de l'expertise de la première puissance militaire d'Afrique pour la montée en puissance des FARDC. Cette coopération bilatérale, fondée sur le respect de la souveraineté, est essentielle alors que nous faisons face à l'agression rwandaise. Enfin, à Rome, la voix de la diaspora s'est élevée par celle de Pauline Cachalet. Elle exige que l'origine de nos matières premières technologiques, comme le cobalt et le coltan, soit intégrée dans les programmes scolaires mondiaux. Le monde utilise nos richesses pour ses smartphones. Il est temps qu'il apprenne le coût humain et environnemental que nous payons. Cette reconnaissance internationale est un levier indispensable pour notre diplomatie économique. Dans les couloirs des ministères, l'heure est au nettoyage et à la discipline administrative. Le cadastre minier rouvre ses portes le 2 février après un assainissement historique. Les chiffres sont éloquents. L'État a récupéré 594 titres miniers, libérant plus de 31 000 km² de terrain. C'est une victoire contre les spéculateurs qui gelaient nos richesses sans investir. Par ailleurs, 210 titres autrefois en force majeure ont été réactivés, rétablissant les obligations fiscales des titulaires au profit du trésor public. Cette transparence est saluée par la société civile, notamment l'ORCE, qui demande toutefois la publication exhaustive de la liste des titres récupérés, pour éviter tout favoritisme dans les nouvelles attributions. Au portefeuille, la ministre Julie Chicou a tapé du poing sur la table ce 27 janvier. Elle accorde un ultimatum de 8 jours aux entreprises publiques pour transmettre leurs prévisions budgétaires 2026. À ce jour, seules 8 entreprises, dont la Régie des eaux, la SNCC et la SONES, sont en règle. Pour les autres, la ministre dénonce un manquement caractérisé au principe de bonne gouvernance. Le budget n'est pas une formalité, c'est un contrat de performance. Enfin, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, finalise la modernisation d'un cadre juridique datant de 1973. L'objectif est d'aligner la RDC sur les standards de l'OMC pour protéger notre industrie locale face aux importations sauvages. Ces réformes structurelles sont les piliers d'une économie qui refuse désormais de naviguer à vue.
La sécurité de proximité reste un défi majeur qui demande une vigilance de chaque instant. À Kinshasa, le commissariat de Mongafula a réussi un coup de filet salutaire en arrêtant 2 faux policiers, dont un civil qui s'était autoproclamé commandant de sous-commissariat à Bel-Air. Ces imposteurs terrorisaient les habitants de Kimwenza et Masangamdila par des arrestations arbitraires et des extorsions. Cette arrestation, fruit de la collaboration entre la population et les services de renseignement, rappelle que l'insécurité est souvent nourrie par ceux qui usurpent l'uniforme. L'État doit impérativement purger ses rangs pour restaurer la confiance avec les citoyens qui ne savent plus à quel agent se vouer. Dans le secteur de la santé publique, le ministre provincial de Kinshasa a ordonné la fermeture immédiate des morgues clandestines. Ces structures, souvent privées et non adossées à un hôpital agréé, bafouent les normes sanitaires et la dignité des défunts. La morgue est un service hospitalier technique, pas un commerce de quartier. Cette mesure de tolérance zéro vise à protéger la santé publique dans une capitale où l'anarchie urbaine touche même le repos éternel. Par ailleurs, une lueur d'espoir nous parvient du Grand Bandundu. Une centaine de miliciens Mobondo ont déposé les armes dans le territoire de Kwamut. Ce désarmement volontaire est une étape cruciale pour stabiliser cette région meurtrie par des conflits fonciers et communautaires instrumentalisés. Enfin, sur le front de la mobilité quinoise, l'entreprise Transco tente de briser la paralysie causée par la grève des transporteurs privés. Des bus supplémentaires et des lignes spéciales ont été déployés sur instruction du directeur général Sylvestre Bilambo. Cependant, avec seulement 5% des véhicules privés en règle lors des contrôles, la carence reste massive. Le gouvernement annonce la livraison prochaine de 70 bus par Supreme Automobile, mais le besoin se compte en milliers. En attendant, les Quinois font preuve d'une résilience héroïque, transformant la ville en un immense parcours pédestre forcé. Chaque pas vers le bureau est une protestation silencieuse contre l'inefficacité de notre système de transport. Pour refermer cette édition, retenons l'image d'un pays qui se bat frontalement pour sa dignité. D'un côté, l'ambition de moderniser nos infrastructures portuaires à Matadi et la reprise en main courageuse de nos titres miniers montrent une volonté de souveraineté. De l'autre, la réalité brutale de l'occupation à l'Est, où l'économie de prédation détourne des millions de dollars, et une fiscalité routière qui pèse lourdement sur les ménages, nous rappelle que le contrat social reste fragile. La gouvernance ne peut se limiter à des inaugurations. Elle doit garantir que chaque dollar investi, notamment dans le PDL 145T, arrive réellement à destination sans s'évaporer dans des circuits opaques. La pensée du jour nous vient des débats de Marrakech. La justice spatiale de l'information est le socle de notre souveraineté. Sans une voix pour chaque territoire, le développement reste une illusion urbaine. Cela signifie que tant le sort d'un compatriote à Chivengue ou à Uvira ne nous importera pas autant que celui d'un Quinois, notre unité nationale demeurera un chantier inachevé. La dignité n'a pas de géographie privilégiée. Je vous invite à prolonger cette réflexion en visionnant nos dossiers sur Inside News Review, notamment notre enquête sur l'accord de Washington et la stratégie de pillage organisé, ou notre analyse sur le système bancaire en RDC, une ponction organisée. Ces analyses vous permettront de comprendre les mécanismes financiers qui sous-tendent les crises que nous traversons. Que la justice et la paix protègent notre nation. Que la bénédiction de Dieu repose sur la République démocratique du Congo. C'était Sevena. Je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine édition. Restez informés, restez exigeants. Bonne continuation.